présenter ce soir, c'est une chose en fait qui nous tient à cœur. Alors, effectivement, peut-être plus à moi qu'à Omar, parce qu'au final, je crois que je l'ai aussi embarqué dans ce sujet-là, malgré qu'il est. On a deux points de vue qui se regroupent, mais sur ce thème bien précis, ça part du principe que si la Terre, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, si la Terre était notre meilleur allié pour combattre un peu cette pandémie. Depuis le début de la pandémie, on a vu bon nombre de débats entre celui sur l'origine du virus, donc d'origine humaine qui a été créé dans un labo, ou d'origine animale, ou encore d'origine naturelle. Ensuite, on a vu le débat sur les systèmes de soins, c'est-à-dire chloroquine, il y en a encore d'autres, il y a le remdesivir, le coverage, j'en passe et des meilleurs. Et puis après, on a eu le débat sur les vaccins. Mais parmi toutes ces infos qui étaient un peu balancées, il y a pas mal de petites choses qui sont passées à la trappe. Et c'est notamment, en fait, sur des soins, du moins, pas des soins, sur des systèmes naturels que la Terre nous offre elle-même pour mieux immuniser contre notre corps que contre le Covid. C'est-à-dire le renforcer pour qu'à partir du moment où on est attaqué par le virus, eh ben, que le corps il se défende mieux et qu'il ne puisse pas laisser place au virus à devenir un virus très sévère, comme on a pu le voir avec réanimation et ainsi de suite. Et pour ouvrir ce... Alors, attention, juste, je préfère juste le dire là, on ne vous propose pas des traitements, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment revoir un peu la médecine ancestrale, c'est-à-dire tout ce qui a formé notre pharmacopée aussi, d'une certaine façon. Ça, pour le coup, les médecins le disent tous, hein, notre pharmacopée descend de la médecine ancestrale, du savoir des plantes, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup de médicaments à base de plantes à l'heure actuelle. Et il y a un débat déjà il y a un truc déjà qui pourrait, et ça c'est la petite pointe d'humour vraiment, il y a un truc qui m'énerve. Vous vous rendez compte quand même qu'on a appelé ce truc-là la Covid. On féminise tout ce qui est néfaste pour l'être humain. Le nom des tempêtes, c'est des prénoms de femmes. Voilà un débat réel qu'on pourrait aussi mettre. Pourquoi mettre à mal les femmes de ce point de vue-là? Et en tout cas, le deuxième, comment est venue notre réflexion? C'est tout simplement parce qu'il y a eu une première news qui est tombée, c'est-à-dire sur les indigènes qui vivent, pour le coup, les indigènes au Brésil. Il faut savoir qu'en fait, sur une population de 13 000 indigènes, on a toutes les sources qui sont citées. Là, pour le coup, c'est une source AFP. Ils se sont rendus compte que les indigènes n'étaient pas coupés du monde, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a une épidémie, ils savent très bien comment s'appelle le virus, ce qui provoque chez les gens. Et il faut savoir qu'en fait, ces indigènes, pour prévenir du virus, ils ont fait appel en fait à leurs connaissances ancestrales et ils ont commencé à utiliser leurs plantes pour éviter l'inflammation, pour éviter plein de petites choses. Et en tout cas, les statistiques ont démontré une chose, c'est que dans une population de 13 000, il y a beaucoup plus d'indigènes que ça. Là, c'est vraiment sur un petit nombre. D'après le ministère de la Santé, sur 13 000, sur cette population de 13 000 indigènes, il n'y en aurait que 371 qui ont été infectés par le coronavirus et que 23 qui sont morts. Ce qui ferait au final un statistique très très bas. Ce qui peut l'expliquer, c'est qu'au final, ces indigènes qui ont la culture en fait ancestrale, qui ne se soignent que par les plantes, c'est-à-dire qui n'ont aucun système aux soins modernes, ont su en fait rendre leur corps plus fort. Ils ont réussi en fait à prévenir, à faire en sorte que leur corps évite une dégradation du virus et que ça devienne un coronavirus aggravé. C'est quand même déjà assez fort, je trouve. C'est hyper positif quand même. Omar le dit très bien et j'aimerais bien qu'il le dise ça. Quand les gens, par rapport à l'origine du virus, il y a beaucoup de gens qui vont estimer que c'est une création humaine et qui a été lancée sur le monde et ainsi de suite. Mais
il y a un moment donné, pourquoi ce ne serait pas une autre théorie, hein, c'est qu'une théorie, hein, mais pourquoi on ne pourrait pas se dire qu'à un moment donné, ce ne serait pas la Terre qui nous aurait envoyé aussi un espèce de rappel à l'ordre, dans le sens où ça fait juste plus de 60 ans qu'on vous explique qu'il faut prendre soin de moi et puis vous ne prenez pas soin de moi. Donc il y a un moment donné, est-ce que si je ne vous envoyais pas ça dans la gueule, vous ne comprendriez pas que vous êtes rien sans moi, en fait, d'une certaine façon. Et derrière, elle nous montrerait que grâce à elle, on aurait les atouts pour rendre notre corps plus fort face à cette épidémie. Si vous voulez savoir, par exemple, les 13 000 indigènes que l'AFP a été voir, ils ont expliqué qu'en fait, ils faisaient par exemple bouillir des ingrédients dans l'eau, notamment des racines, des infusions à base d'écorce d'arbres, du carapanoba aux vertus anti-inflammatoires, du Saracura mira qui est en fait utilisé habituellement pour le traitement de la malaria actuellement, hein, c'est-à-dire en médecine moderne. C'est ce qui compose le traitement, c'est cette plante, le Saracura mira. Et en fait, eux, ils ont toute cette connaissance. Donc, ils ont essayé de traiter tous les symptômes qu'ils pouvaient avoir grâce à leur plante. Derrière, ça a donné de grandes idées, de très, très belles idées, et pour le coup, qui sont soutenues. Par exemple, et là, pour le coup, c'est énorme parce que, du moins, ce duo a fait quand même derrière le test d'un essai clinique randomisé. Et là, pour le coup, dans les plantes standards que vous pouvez avoir apparemment très facilement, il y a la nigelle, donc, qui est au final une plante qui permet… Voilà, hop là, je le reprends. Donc, la nigelle, en fait, c'est un anti-inflammatoire aussi, mais qui permet de réguler. C'est du cumin noir et c'est une plante familiale des renonculacées originaires du sud-ouest de l'Asie. Et ces graines sont utilisées comme remède traditionnel dans l'ayurvédique, par exemple, ou comme épice dans de nombreux pays du monde, et particulièrement dans le monde musulman. Un antiseptique, la nigelle, en fait. Et il faut savoir que doublé avec le miel, qui est un anti-inflammatoire, ils ont vu des résultats surprenants qui a permis en fait au corps de se prémunir, et ils se sont aperçus que chez les gens atteints de la Covid-19, eh bien en fait ces gens n'étaient absolument pas touchés par un Covid qui s'aggrave. Et du coup, ils ont fait un essai clinique qui est impressionnant parce que les résultats qui en ont découlé, alors, je vous dis juste les résultats de l'étude randomisée que vous pouvez avoir sur Internet. Tous les liens, on peut vous les poster, il n'y a aucun souci. Donc, au meilleur de nos connaissances, cette étude est le premier essai clinique randomisé contrôlé par placebo évaluant l'efficacité du miel oral et des graines de Nigella sativa chez des adultes atteints de Covid-19, modérés ou sévères. Dans l'analyse ou en intention de traiter, nous avons fourni des descriptions méthodiques complètes des paramètres cliniques et des résultats cliniques. Chez les patients Covid-19, le miel et Nigella sativa, avec un traitement de soins standard, ont entraîné une clairance virale plus précoce, un soulagement des symptômes, une amélioration clinique et une réduction de la mortalité. De plus, à l'instar des recherches précédentes, aucun effet indésirable n'a été signalé concernant le HNS. C'est juste énorme. Et derrière, ils expliquent que ces traitements, parce qu'on oublie, nous, qu'on est dans un pays assez bien développé et dit riche, et bien grâce à tous ces traitements, il y a une chose qui est indéniable, c'est que les pays les moins riches, ceux qui n'ont pas accès, ces pays qui n'ont pas accès à une médecine moderne, vont trouver, grâce à ces remèdes dus aux plantes médicinales, des façons de se prémunir contre le Covid à moindre coût. Pas que le Covid. Hein. Pas que le Covid, effectivement, ça je te l'accorde, parce que pour le coup, c'est d'où la Chine par exemple la Chine qui utilise des plantes de façon ancestrale ou même l'Inde, c'est aussi pour ça qu'ils ont toujours utilisé des plantes, c'est-à-dire que la médecine moderne coûte trop cher pour les 3/4 des autres pays. Et
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les tribus au Brésil, comment est-ce qu'ils ont développé ce traitement? Enfin, je ne sais pas si l'information elle est communiquée ou pas, parce que Alors, les tribus au Brésil, en fait, pour le coup, eux, c'est juste que c'est leur méthodologie. Quand ils ont eu connaissance, d'après l'AFP, quand ils ont eu connaissance, en fait, de l'épidémie et des symptômes que ça pouvait provoquer, ils ne sont pas coupés du monde. Tu as une partie, en fait, de la jeunesse indigène qui, pour le coup, pour se battre, ben, c'est un truc tout bête, mais contre Bolsonaro et toute sa nouvelle politique, il y a beaucoup de jeunes indigènes, en fait, qui se réfugient dans les villes, qui prennent des cours des maîtrises de droit et ainsi de suite pour comprendre, pour arriver à se battre mieux contre le système. Et les plus jeunes, du coup, ils viennent en fait à nouveau dans leur tribu, du moins dans leur lieu de naissance, pour expliquer ça. Et ce qui est le plus fou, c'est que les indigènes, à partir du moment où ils connaissaient chaque symptôme du Covid décrit par les jeunes, ils ont sorti directement des plantes qui étaient adaptées à chaque symptôme. En fait, clairement, quelque part, ils ont fait leur essai clinique randomisé à eux, quoi, d'une certaine façon. je pose la question parce qu'en fait, dans les tribus, il y a souvent des chamans. Les Oui, chamans, ils utilisent certains rituels en fait pour, on leur dicte entre guillemets la recette à appliquer. C'est ça que je me ouais, pose la complètement. question, est-ce qu'ils ont utilisé leur expérience ou est-ce que ça a été fait par voie chamanique, entre guillemets? Parce que, Pour le de coup, là, dans l'article, ils parlent que de leur expérience. toute Parce que façon, pour le coup, un article scientifique n'en parlerait pas de toute façon. oui, je pense Trop, aussi, ouais. Et puis, trop c'est surtout farfelu, que entre guillemets. tu as des tribus qui conservent encore ce côté très chamanique, mais tu as beaucoup de tribus, au final, où ils n'ont plus de chaman et ils travaillent en Mais fait en famille. là, je veux en venir parce que si ça a été obtenu par un chaman, c'est que c'est d'une certaine façon, c'est la Terre qui a donné l'information. Vous avez quelque chose issu de la Terre qui vous attaque, mais voici le remède pour vous en prémunir, vous en défendre. Après, je pense que même ça, ils n'en parleraient pas parce ils auraient trop peur de passer tous pour des fous, d'une Oui, certaine c'est pas cartésien, entre guillemets. C'est pas façon. C'est ça. cartésien. C'est pas très politiquement correct. Mais c'est vrai que là, tout à l'heure, tu cites le Nigel, mais le Nigel, il est utilisé depuis des siècles dans des tas de civilisations. Et je sais que au Ah, Moyen-Orient, dans le et monde si tu dis arabe, le Nigel, c'est la Nigel. il me semble que c'est le Nigel. Mais bon, peu Ouais, importe. Hein, c'est comme la c'est la Covid, Nigel. La Covid, c'est pas très important. Bah, pour une Mais fois qu'on féminise un truc qui nous aide, excuse-moi, mais moi, j'y je, tiens. La Nigel. je crois que c'est le Nigel, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est utilisé depuis la nuit des temps, enfin depuis des siècles et des siècles. Et il me semble que même dans l'islam, en fait, on dit que le Nigel, en fait, c'est une plante qui est capable de tout soigner sauf la mort. C'est ce qu'on dit de cette plante. Donc c'est vraiment une plante extrêmement puissante, elle est antibactérienne, antiseptique, mais on est loin d'avoir encore exploité toutes ces capacités. Enfin, il n'y a pas que le Niger, il y a des tas de plantes dans le monde, on continue de découvrir des choses. Il y a des plantes qui sont endémiques, hein, qui poussent que dans certaines régions du monde, mais le Nigel, Ouais, mais c'est une plante qui vaut le détour. Hein. Peut-être qu'elle a été étudiée et écartée par les laboratoires qui là, préfèrent vendre des là, molécules. pour le coup, ce qu'ils expliquent là, c'est qu'au final, c'est la combinaison qui fait que ça va marcher. Parce qu'au final, tu as la Nigel qui va Oui, oui, effectivement bien sûr. permettre à ton corps d'avoir d'avoir une activité virale un peu plus, d'avoir un bouclier viral plus puissant. Du coup, tu as le miel qui vient, qui est un anti-inflammatoire, ce qui fait qu'au final, Et ben, antiseptique. et antiseptique aussi, la Nigel aussi, hein, c'est antiseptique hein, de ce qu'ils disent, mais c'est surtout qu'ils ont quand même vu une réduction de 50% pour la durée des symptômes de 4 jours contre 7 par rapport au placebo. En fait, ils ont, sur l'essai randomisé, sur l'essai clinique randomisé, et là on parle de quelque chose qui est, en plus, qui est à but non lucratif, puisqu'il faut savoir qu'en fait, ces études-là ont été faites par des gens qui n'ont rien monnayé derrière. Donc, quelque part, Mhm. on a encore plus une plus-value là-dessus, moi, je trouve. Là, on est loin de toute la polémique qu'il y a eu sur les médicaments, à savoir, est-ce qu'on doit utiliser un médicament cher que la sécurité sociale va te rembourser 1500 euros? C'est un débat, au final, qui s'arrête. Ce débat-là ne s'arrête que dans les pays riches. Les trois quarts des pays n'ont pas de sécurité sociale. Donc, c'est pour ça que je trouve ça bien de mettre en avant les plantes et ce que la terre nous permet d'avoir et de nous aider, surtout, tu vois. Et là, donc, il disait que sur l'essai randomisé, c'est 210 modérés et 103 sévères au niveau de cas Covid. Ont été inclus. Donc, l'essai randomisé s'est passé du 30 avril au 29 juillet 2020. Parmi ceux-ci, 107 ont bénéficié du traitement par Nigella et miel,
tandis que 103 ont eu un placebo. Pour les cas graves, 50 ont reçu en fait le traitement et 53 ont reçu un placebo aussi. Tu vois, ils ont vraiment axé sur, pour le coup, c'est une des rares études randomisées qui te parle de cas graves. Donc, Tu devrais expliquer ce que c'est randomisé, parce que je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. c'est un essai, pour le coup, c'est un essai clinique à valeur scientifique. Mais c'est en fait, ouais, c'est un terme, c'est de l'anglicisme. En fait, random, c'est à dire aléatoire. Donc en fait, c'est un essai aléatoire, c'est-à-dire ils ont pris, c'est pas le, enfin, les patients ont été pris de façon aléatoire pour être vraiment sûr qu'il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, il y a pas de lien entre les personnes. Ça donne une valeur plus importante aux essais qui sont faits, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est surtout qu'au final, ça lui donne une valeur une valeur scientifique beaucoup plus ajoutée parce qu'elle fait suite en fait aux protocoles qui doivent être appliqués pour ces essais cliniques en fait. Et du coup, mine de rien, ils ont vu donc 50% de la durée des symptômes de passer de 7 jours à 4 jours. C'est quand même assez surprenant. Alors que les cas sévères, en fait, pour le coup, ils ont été ramenés à 6 jours au lieu de 13. Donc, ça a quand même eu aussi un impact sur les cas sévères. Et c'est surtout que ça a évité, ça, ils le disent dans l'essai clinique, c'est que ça a évité, en fait, d'aller jusqu'à la réanimation. C'est-à-dire que les cas graves ont pu être modérés et éviter des réanimations derrière. Comme quoi, il y a quand même un impact. Comme quoi, au final, pour se prévenir de cette épidémie, quelque part, le meilleur, c'est pas de se cacher, mais le meilleur, c'est de préparer son corps à pouvoir le combattre. Et la Terre, au final, que ce soit en spiritualité, que ce soit dans les messages, si on veut faire un lien avec tout ça, que ce soit dans les messages médiumniques et autres, euh, on a toujours eu les messages qui nous disaient qu'au final, pour aider déjà les autres, il fallait s'aider soi-même avant, c'est-à-dire être bien dans son corps, être bien en équilibre entre son mental, son corps et son soi, c'est-à-dire son, on va dire son périsprit. Mais tout ça se rejoint au final. Et c'est là le point positif de tout ça. Moi, je voulais mettre vraiment un accent là-dessus parce que on n'entend que des news anxiogènes sur cette épidémie. Et alors qu'au final, il y a des choses hyper positives qui sont à portée de main de tout le monde. Et je trouve ça hyper agréable à entendre au moins une fois, quoi. Donc voilà, il y a le Nigel, mais il n'y a pas que. Donc alors, le doute sur l'artémisia, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'études sur, beaucoup de choses sont sorties sur l'artémisia, qui est une plante aussi, un peu comme la nigelle, qui est au final un antiseptique. Il s'avère que des essais cliniques sur l'artémisia qui ont été faits, euh, on a vu des effets secondaires vraiment indésirables chez beaucoup de gens, mais parce qu'il y a eu un problème de polémique au départ, du moins un problème simple, c'est que dès qu'il y a une news qui est sortie là, sur l'artémisia au tout départ en fait de l'épidémie, beaucoup de gens ont voulu s'en procurer pour se soigner eux-mêmes. Sauf que c'est comme tout en fait. Ces savoirs ancestraux, vous ne pouvez pas les inventer du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas essayer de faire des concoctions vous-même sans avoir appris les bases de ces choses. Et du coup, il y a pas mal de gens qui sont tombés malades avec l'artémisia parce qu'ils ont voulu s'auto-soigner d'une certaine façon, mais sans avoir les connaissances, c'est-à-dire les Automédication. usages précis. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils expliquent tous pour le coup. Et l'OMS quand même, il y a quand même le côté positif de tout ça. Je retrouve, je retrouve dans toutes mes notes. Par exemple, oui, vas-y. Je veux dire, mais moi, enfin, une anecdote sur l'artémisia, parce qu'on avait déjà entendu parler il y a quelques années, où il y avait des chercheurs, enfin un chercheur en particulier, c'était au Cameroun, qui avait découvert qu'en fait, c'est une plante qui pouvait soigner la malaria. Ils ont fait Totalement. des tests cliniques très poussés, enfin cliniques, ils ont fait des tests assez poussés qui ont démontré l'efficacité de l'artémisia. Mais ça n'a pas plu aux autorités. Les chercheurs en fait concernés, ils ont commencé à avoir des soucis, du vol de matériel. Je crois même il me semble, j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'une personne a été malmenée, peut-être même décédée, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est complètement passé à la trappe, quoi. C'est complètement tombé à l'eau parce que ça aurait gêné certains laboratoires.
Mais et du coup, plus personne enfin, à ma connaissance, il n'y a plus eu de recherche là-dessus, quoi, sur l'artémisia et ses effets potentiels sur la malaria. Mais en tout cas, les études qu'ils avaient fait à l'époque ont démontré que, parce que ils ont vu que certains villageois se soignaient avec ça et que ça fonctionnait très très bien, quoi, pour la malaria. Mais complètement. Et c'est même pour ça que. Alors, juste un petit aparté. Pour vous expliquer que le duo Nigel-Miel, c'est pas c'est pas une clinique, c'est pas un test clinique bas étage, parce qu'on parle quand même en fait au final du docteur Jean-Michel Wedin, qui est un spécialiste en fait santé-travail et surtout membre du conseil scientifique et citoyen de la ville de Strasbourg. Donc c'est quand même au final des médecins qui sont ce qu'on pourrait, tout ce qu'on a pu entendre comme épidémiologiste aussi au tout début de l'épidémie avec tout le monde qui parlait avec un cursus. Ce sont des gens qui ont des cursus scientifiques, c'est-à-dire que ça fait des années qu'en fait, par exemple, le docteur Jean-Michel Wedin, lui, il parle il a toujours mis en avant que l'association de médecine traditionnelle et de médecine scientifique, c'est-à-dire moderne, si on arrivait à lier les deux, eh ben, on pourrait soigner 10 fois plus de choses. Et du coup, c'est des gens qui partent avec un. Si je peux me permettre. Oui. Oui, bonsoir. Excusez-moi. Je viens de rejoindre la conférence. Je me présente, je m'appelle Enis. Je suis un ami de José Bouillon. Enchanté. Si je peux me permettre une petite chose par rapport à ce que vous dites, effectivement, c'est vrai que d'après ce qu'on lit et même ce qu'on écoute partout, c'est que les deux médecines traditionnelles et conventionnelles seraient plus fortes, effectivement, si elles étaient reliées. Mais le problème, c'est qu'on a, à notre époque aujourd'hui, des institutions médicales qui veulent pas justement, qui séparent en fait les deux, en faisant passer notamment la médecine traditionnelle pour des remèdes de grand-mère qui servent à rien du tout, quoi. Et au final, on ne peut pas profiter de cette puissance-là. Juste pour quelles raisons? Je pense que vous le savez, c'est surtout pour des raisons financières, en fait. Oui, l'intérêt économique de certains laboratoires. Complètement. Certaines personnes. Complètement. Et c'est pour ça que ce soir, on voulait mettre en avant, en fait, ces médecins qui se battent pour allier les deux, parce qu'au final, l'épidémie va profiter, du moins, peut profiter justement à ce cri d'appel, en fait, et ce cri d'alerte de ces médecins. Mais je vous comprends tout à fait. Après, la mauvaise foi de nos dirigeants actuels, c'est qu'ils oublient tous, et comme je l'ai dit tout à l'heure, que notre boîte à pharmacie, elle découle pour les trois quarts de la pharmacopée ancestrale, c'est-à-dire elle découle de cette médecine ancestrale qui s'est servie des plantes. Les trois quarts de nos médicaments actuellement, elles oui. ces plantes. C'est ça qui est impressionnant et je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est du déni pour de l'économie. Mais en même temps, c'est ça. C'est qu'au final, eux, ils sont juste dirigés par des lobbies très puissants c'est-à-dire eux, au final, même s'ils reconnaissent la chose, ils ont très peu de pouvoir. C'est les gros lobbies qui dirigent, en fait. C'est là qu'on se rend compte. Hein. C'est là qu'on s'en rend compte. Et vous savez quoi? Je voulais que je vous dise une autre chose positive par rapport à cette épidémie. Elle est grave parce qu'il y a quand même des gens qui ont perdu des membres et de famille et ainsi de suite. Il y a des gens qui vivent des situations vraiment pas cool et tout. Mais il y a une chose qui est positive dans cette situation qu'on vit là, c'est que cette épidémie a permis de mettre en avant tous les points négatifs de notre société. Oui, ça c'est vrai. Tout à fait. Très Et, juste. et les gens n'en veulent plus, n'en voudront plus après. Et du coup, et c'est là où on s'aperçoit que le trois quarts de notre système actuel est boiteux. Et du coup, cette épidémie va forcer en fait à peu près tout le monde, c'est-à-dire même nous, hein, parce qu'au final, même nous, les gens qui peuplent cette terre, à devoir revoir nos priorités. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai. Donc voilà, moi j'ai ce côté très optimiste de la vie, et sans oublier voilà, d'avoir les pieds sur terre et de me rendre compte de ce qui se passe autour de moi. Là-dessus, je le comprends tout à fait. Mais j'aime bien voir, je pense, pour ma part, hein, et je n'accuse personne, mais je pense réellement que les choses peuvent changer sans violence, sans devoir heurter tout le monde.
je pense qu'au final, si on ouvrait les yeux et qu'on criait à l'unisson, tout simplement, à l'unisson, sans violence, sans rien, je pense qu'on se ferait plus entendre qu'en étant divisé sur des points différents et d'essayer d'avoir toujours le dernier mot. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que voilà. Oui, c'est tout à fait. Ce que vous dites est juste. Normalement, ça veut dire si toutes les nations, si tout le monde était réuni main dans la main, y compris d'ailleurs policiers et ainsi de suite, au final, ce serait le peuple qui aurait qui aurait la voix, ce serait le peuple qui déciderait. Et les gouvernements, on va dire, corrompus, comme on voit aujourd'hui un peu partout dans le monde, eh ben, ça n'existerait plus. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Et pour le coup, vous voyez là, la chose positive, par exemple, et là, je jette. Alors, pour le coup, moi, je fais un gros pas un mea culpa pour l'OMS parce que c'est pas un mea culpa que je leur fais, mais disons qu'il y a eu des fois des polémiques un peu tendancieuses sur l'OMS et ainsi de suite, parce que mine de rien, eux aussi travaillent avec des lobbying et tout. Mais mine de rien, il faut savoir que l'OMS, et pour les recherches sur les thérapies des médecines traditionnelles, tout simplement, permettent aux pays moins riches et surtout qui n'ont pas accès aux soins tels que nous les avons, de pouvoir se soigner face à cette épidémie. Et par exemple, et là, pour le coup, je vous mettrai tous les liens, si vous voulez, sur le site pour que vous puissiez vérifier nos sources et tout. Mais par exemple, il y a l'OMS qui a directement sur le site de l'ONU, vous l'avez, c'est l'OMS et l'Afrique appuient la recherche des thérapies de médecine traditionnelle en Afrique, tout simplement pour aider, parce qu'ils savent qu'en Afrique, il y a un pays très pauvre qui n'a pas accès à beaucoup de soins. Ils ont mis en avant, notamment, par exemple, ils parlent d'un Covid-19 croissant en Afrique qui a mis du temps, hein, en fait, au final, À se déclencher. à se déclencher, merci, à arriver et puis à toucher toute la population. Donc, je vous prends juste la petite phrase que j'avais, tac, tac, tac. Alors là, on parle du docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS, donc qui explique qu'en fait, l'intérêt pour la médecine traditionnelle en tant que traitement potentiel contre la Covid-19 est croissant en Afrique. Au moment où le monde se lance à la recherche de traitements et de vaccins contre le virus, la recherche de la médecine traditionnelle et orthodoxe en tant que thérapie potentielle de la Covid-19 doit être fondée sur la science et ce jour manque une étape importante dans le soutien de ces efforts. Et du coup, ils ont mis en place bon nombre d'études, des recherches en cours, notamment par exemple, donc ils ont repris en fait les 82 de plantes de la pharmacopée africaine dont les valeurs sont sûres, c'est-à-dire qu'ils ont pu soigner la malaria et autres maladies. Et en ce moment, en fait, ils sont en train de proposer des thérapies en essais cliniques randomisés aussi. C'est-à-dire qu'ils ont pris les 82, ils ont fait des tests, ils sont en plein test et ils essayent de voir quel traitement serait le plus adapté pour, encore une fois, c'est ce qu'ils expliquent, essayer de faire en sorte que le corps se batte plus facilement contre le virus. Tout à fait, mais c'est ça, madame, la différence. Mais vous verrez, moi, j'en suis sûr, je suis prêt à parier, vous verrez que tout ça, il y aura des découvertes, il y en a déjà eu, mais ce sera étouffé, ce sera étouffé. Pourquoi? Parce que tous ces traitements-là, il y en a plein, croyez-moi, hein, mais tous ces traitements-là, ça les intéresse pas parce que c'est des traitements qui valent pas grand-chose. Ça va pas leur apporter grand-chose. C'est là le problème, en fait. Mais je suis d'accord avec vous et c'est bien pour ça que si vous regardez, au final, dans les infos, est-ce que vous en avez entendu parler souvent de ces alternatives de médecine traditionnelle? Non, jamais. Ben non, jamais. Et quand on en parle, on nous en parle, c'est-à-dire comme un petit remède de grand-mère qui sert juste à soigner un rhume, pas plus. Hein, c'est aussi simple que ça, de toute façon. Voilà, et ben en fait, c'est pour ça que, pour le coup, depuis le temps que j'arrête pas de lire des news avec mon mari et tout là-dessus, il y a un moment donné où, en fait, bah là, pour le coup, je remercie Pascal et toute l'équipe parce qu'en fait, quand elle a proposé je me suis dit, c'est peut-être le moment d'en parler pour essayer de voir si d'autres personnes ne vont pas en parler et ainsi de suite, histoire d'essayer de mettre ça un peu plus au devant de la scène. C'est ce que j'essaye Oui, de faire. mais c'est très bien ce que vous faites. C'est ça. Il faut des personnes justement comme vous. C'est éveiller les consciences parce qu'il y a plein de gens qui savent pas. Il faut éveiller les consciences en fait. Et pour le coup, oui, éveiller les consciences. Après, en ce moment, moi, je vous assure, après,
je jette la pierre à personne là-dessus parce que vraiment, je pense qu'on vit tous des moments assez difficiles. En plus, je pense qu'il y a de quoi perdre un peu la tête entre les confinements, les non-confinés, les confinements à 18 heures, les puis on vous ouvre les portes et tout. Je comprends qu'il y a Mais de quoi oui, perdre la tête mais vous, là-dedans. Mais honnêtement, je me dis que putain, on ne peut pas laisser un virus juste gagner comme ça sans qu'on se mette. euh, Omar, il a une très bah, belle phrase. Omar, est-ce que tu peux sortir, est-ce que tu peux réexpliquer ta vision des choses sur la Terre? Qu'est-ce qu'est la Terre? De quelle phrase tu parles? De la Terre, en fait, Non, c'est vrai que vivant. Voilà. oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, avec Marguerite, on n'est pas d'accord sur tout, entre guillemets. J'ai pas tout à fait le même raisonnement. C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que la Terre est notre meilleur allié? Moi, je pense, alors moi, je suis persuadé, mais il y a beaucoup de gens c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je suis persuadé que la Terre est un être vivant. C'est juste qu'on n'en a pas conscience, enfin, certaines personnes n'ont pas conscience ou s'en rendent pas compte. C'est vrai que c'est difficile à appréhender. On se dit, bah, quand on va dans la rue, on voit un arbre, on voit une pierre, on peut pas se dire que c'est quelque chose qui participe, qui fait partie d'un gros, un écosystème qui nous dépasse. Mais après, l'analogie que je prends des fois, bon, c'est pas une très belle analogie, mais on se dit, c'est comme quand les enfants à l'école, à la rentrée, ils ont des poux dans la tête. Au début, ils les sentent pas forcément, mais après, au bout d'un moment, ça commence à gratter. Et je pense que c'est ce qui se passe avec la Terre en ce moment, c'est que là, l'être humain, depuis une centaine d'années, depuis l'industrialisation, depuis un certain nombre de choses, depuis les forages, pétrole, la pollution, enfin, on n'arrête pas de salir l'environnement, de maltraiter la nature. Et j'ai le sentiment qu'en fait, la Terre, entre guillemets, elle est en train de se rebeller, elle est en train de remettre de l'ordre, en train de faire du ménage. Et puis là, elle nous envoie des signaux. Et c'est pour ça que sans parler de ce virus, bon, ce virus, il peut être sorti d'un laboratoire, comme ça peut être quelque chose de naturel, mais il faut prendre ça comme, je pense, comme un avertissement. Et il est là effectivement pour éveiller les consciences, je pense, parce que là, on voit, de toute façon, on voit les conséquences. Hein, ça chamboule l'économie, ça chamboule énormément de choses. Et tout à fait, je pense c'est que... ce que vous. Oui, Oui, allez-y. excusez-moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, c'est très juste. Mais surtout, je pense que pour éveiller les consciences, ça passera par des conférences, par exemple, comme on fait là, voire de plus grande ampleur, évidemment, et pas, c'est-à-dire, la base, je pense, c'est pas écouter, être là comme un troupeau de moutons à écouter, en fait, ce qu'on deux, trois personnes, un groupe de personnes disent de faire, et qu'au final, on voit où ça nous mène aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais complètement. Voilà, il faut pas être un troupeau de moutons qui écoute, voilà, tu dois faire ci. Je vous donne un exemple simple, hein, je pense. Un exemple très simple. On avait le traitement. On avait le traitement au tout début de l'épidémie. Il était là, il était partout à disposition. Et à savoir, je pense que vous avez entendu parler, à la chloroquine du fameux Oui. professeur Raoult, qui a guéri, qui a soigné plein de personnes, dont par exemple le maire de Nice, Christian Estrosi, plein d'autres aussi. On l'avait à disposition, et ben, il a carrément été interdit. Un médicament qui était en vente libre jusqu'à encore quelques années, il a été interdit. Donc, on parle d'un médicament classique, hein, comme le Doliprane, hein, qui a été interdit à la vente libre. Il y a de quoi se poser des questions après. Hein. Voilà. Je rentre pas dans, je parle pas, je rentre pas dans évidemment de complot ou théorie ou quoi que ce soit. Hein. J'expose juste des faits, quoi. Hein. Des théories, ouais. Et mais pour le coup, moi j'ai bien suivi l'affaire aussi. Hein. Il y a aussi autre chose qui est assez problématique là-dessus, c'est le rôle d'Agnès Buzyn et de son mari dans cette histoire. Parce que, au-delà de la chloroquine, parce qu'en plus, le docteur Raoult, il n'utilisait pas que de la chloroquine plus un autre En médicament. association avec un autre médicament, oui, c'est ça. Voilà, à des dosages précis et ainsi de suite. Après, moi, je vais pas revenir sur la polémique complète parce qu'au final, je pense je pense que c'est comme tout, il y a du pour et du contre dans le sens où une fois qu'on a écouté tout le monde, on ne sait plus quoi penser réellement de cette affaire-là. La seule chose qui Oui, est mais excusez-moi, moi je peux vous dire que j'ai eu plein de témoignages de gens, des témoignages de gens qui ont suivi le traitement, ceux qui ont guéri d'ailleurs, et qui comprennent pas, qui n'ont pas compris derrière pourquoi cet acharnement sur ce médecin et son traitement. Alors, non, on va vous dire pourquoi. moi, Tout simplement, concret hein, voilà, tout simplement parce que c'est un traitement qui coûte 3 ou 4 euros la boîte, quoi, c'est tout en fait. Hein. Même pas. Au final, le traitement, il reviendra à 0,70 centimes. Voilà, vous voyez, donc
C'est là qu'on rassemble les éléments du puzzle, quoi. Mais au final, moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, ça a été au final le rôle d'Agnès Buzyn, qui est même maintenant plus du tout au truc, et puis qu'on a extirpé tout doucement pour essayer d'avoir le poste de maire. Et ce qui est plus fou, c'est son rôle, parce que son mari est au courant de l'épidémie en Chine, puisqu'il travaille pour les labos, il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, bizarrement, Agnès Buzyn, c'est ça, moi, c'est ce détail-là que j'aimerais bien qu'un jour elle nous parle, ou en tout cas elle s'explique. C'est pourquoi elle a fait vider les stocks un mois avant qu'on déclenche la crise sanitaire en France. Oui. Voilà, il y a de quoi se poser des questions, hein. Sans être complotiste, il y a de quoi se poser des questions, quoi. Alors moi, en plus, et je vous le dis honnêtement, je suis absolument pas complotiste. Je suis pas. J'ai cette idée-là de me dire, oui, on peut tous se faire une idée d'après un texte ou d'après ce qu'on peut entendre. Mais par contre, j'adorerais avoir sa prise de parole à Agnès Buzyn pour essayer de comprendre. Parce que pour le coup, tant qu'on n'aura pas sa parole à elle, on ne pourra pas savoir exactement le pourquoi du comment. Et je pense que quand on veut se faire une vraie idée de ce qui s'est passé, c'est en écoutant tout le monde. Et En tout cas, les principaux voilà. intéressés. Je pense que maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance de savoir qui est responsable, d'où ça vient. Ce qui compte, c'est que ces situations, c'est ce qu'elle a amené, en fait, c'est les réflexions que ça a amené, et puis ça a forcé les gens à réfléchir. Beaucoup sont rentrés en introspection pendant cette période, et je pense qu'il y aura un avant et un après cette épidémie. Parce que cette épidémie, ce n'est pas la première que l'humanité a connue, ce n'est pas la dernière. Mais c'est vrai qu'on en fait tout un flanc. Mais ce qui compte, en fait, c'est ce qui va en sortir comme résultat. Et puis je pense que paradoxalement, ça va éveiller les consciences, contrairement à ce que voudraient. Certains voulaient bloquer ce type de réflexion, ce type de pensée, mais cette épidémie va changer la mentalité de beaucoup de gens, quoi. Et puis les choses vont évoluer dans la bonne direction, je pense. Et comme après, bon, ça c'est mon opinion personnelle. De toute façon, ce virus entre guillemets, d'ici un an, on n'entendra plus parler parce qu'il aura disparu. Il aura disparu. D'ailleurs, il y a même des études scientifiques qui commencent à sortir qui disent qu'en fait, le corps humain il va traiter ça comme le rhume. Le rhume a été aussi problématique il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et au fur et à mesure des infections entre guillemets, le rhume est toujours là, mais il ne fait plus autant de dégâts qu'il en faisait initialement. Et le Covid, cette variante va faire la même chose. Notre corps, il va apprendre à se battre contre. Au final, on est des super machines. Oui. On est des super machines, hein, quelque part. Le corps humain est très bien fait. Mais au final, ce qu'il faut en sortir le positif qu'il faut sortir de cette épidémie, c'est qu'elle aura tellement ébranlé tout le monde, tellement ébranlé même les pays les plus riches, ceux qui se pensaient vraiment à l'abri de tout, que forcément, l'après, ils vont devoir un peu le système de plein de choses, en fait. Oui, il y aura un avant et un après, ça c'est sûr. Ouais. Et vous voulez que je vous dise le truc le plus grandiose pour le coup, qui est énorme, qui marche même avec avec la nigelle et le miel, et qui est en fait, pour le coup, juste je le cherche, qui est quand même… Là, je vous donne un publié sur le communiqué de l'Académie nationale de médecine. Un communiqué. Ce qui est le plus fou, de l'Académie nationale de médecine le 22 mai 2020, la vitamine D et le Covid-19. Ils se sont aperçus, en fait, que la vitamine D, qui est une pro-hormone synthétisée dans le derme sous l'effet des ultraviolets, c'est-à-dire des rayons du soleil, puis transportée dans le foie et le rein où elle est transformée en hormone active, elle est responsable de l'absorption intestinale du calcium et de la santé osseuse, mais c'est surtout qu'elle a des effets non classique, en particulier sur elle module le fonctionnement du système immunitaire par stimulation. La chose qui est grandiose, c'est qu'ils se sont aperçus, personne n'avait jamais fait vraiment de lien, c'est-à-dire dans le modèle scientifique, personne n'avait jamais fait vraiment de lien sur la vitamine D et sur les effets positifs sur le corps et surtout sur l'immunité du corps. Et ben, dans
dans le monde entier, il y a une chose qui est évidente et dont les médecins commencent à parler et qui demandent des tests randomisés et à grande échelle, c'est la vitamine D. Ils se sont aperçus que les 3/4 des personnes qui avaient un cas de la Covid-19 qui s'était aggravé avaient en fait un taux de vitamine D en dessous de 25 unités par litre, c'est pas litre de sang, c'est litre de je sais plus quoi, excusez-moi. Donc au final, un taux très bas de vitamine D. Et du coup, à l'heure actuelle, dans tous les traitements qui sont pour la Covid, il y a un soin en vitamine D. Ils donnent des compléments en vitamine D. Ils se sont aperçus que même la nigelle avec le miel, ça fonctionne. Et en fait, ils se sont aperçus que la vitamine D était un des meilleurs remparts qu'on pouvait avoir à l'heure actuelle pour immuniser son corps face au virus, pour avoir vraiment un bouclier qui vous renforce. Et si vous êtes atteint par ce virus, du coup, votre corps, il va pouvoir le combattre plus facilement. Et il va éviter qu'il s'aggrave. Et ça, c'est étonnant. Et là, pour le coup, je vous assure, là, vous pouvez le retrouver partout. Hein. C'est l'Académie nationale de médecine, le communiqué. Donc, une corrélation significative entre de faibles taux sériques de vitamine D et la mortalité par Covid-19 a été démontrée. C'est quand même, c'est énorme. Et pour le coup, donc, l'Académie nationale de médecine rappelle que l'administration de vitamine D par voie orale est une mesure simple, peu coûteuse et remboursée. Pour vous dire à quel point, en fait, ils mettent vraiment des traitements. La vitamine D ne peut être considérée donc, comme un traitement à la Covid-19, mais bien comme une prévention à l'infection du SRAS-CoV-2. C'est fait pour renforcer le système immunitaire. C'est fait pour renforcer le système immunitaire. Il faut prendre du soleil, si tu peux, enfin, pour ceux que c'est possible, il faut prendre des bains de soleil. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment. Et alors pour le coup, c'est la revue du praticien. Donc, c'est la revue du praticien a sorti en fait toute une analyse. J'ai tout imprimé, mais Evelyne, je t'enverrai tous les liens pour que tu puisses les mettre sur ta page. Qui a mis en fait tous les effets bénéfiques de la vitamine D selon des données bien précises. Donc, ça va vraiment tout. Ça va de combien il en faudrait dans le corps, comment il faudrait en fait en prendre systématiquement, combien il faudra en prendre, parce que là aussi, c'est comme toutes les plantes. Il faut en prendre, mais il ne faut pas être en surdosage, parce que sinon, c'est néfaste. Et c'est là où vraiment, c'est hyper impressionnant ce que notre bonne médecine ancestrale, par exemple, 20 minutes, les avant-bras au soleil, pour des gens qui sont, quand je dis blanc de peau, c'est pâle, c'est-à-dire des gens qui normalement deviennent rouges au soleil. Et il faudrait quasiment 1 heure pour une personne qui a une peau mate, parce que tout simplement, vu qu'on a un taux de mélanine plus élevé, on ingère moins vite en fait les molécules de la vitamine D. Donc, il faut rester plus de temps au soleil quand vous êtes mat de peau que quand vous êtes plus pâle. Et ça, il le revendique complètement. Donc, il vit en Vienne à où? Alors, attendez. Donc, voilà, la revue du praticien met tous les effets. Ils ont demandé des essais cliniques randomisés qui vont être mis en place. Pour démontrer en fait tout ce qu'ils ont pu découvrir sur les nombreux cas. Et là encore, on est sur, et là je trouve ça très très bien puisque c'est marqué en plus dessus, je le marque. Alors je vous montre juste la palette de médecins qui travaillent là-dessus. C'est juste pour vous, et c'est un essai clinique non randomisé, donc pas non randomisé, pardon, non lucratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous qui est monnayé, rien du tout, ils ne dépendent d'aucun labo. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Ça va des médecins recto-verso, des médecins qui ont demandé et qui ont vu les effets bénéfiques de la vitamine D et aussi d'autres pharmacopées. Donc, ça va de Necker à la Salpêtrière. Ça va vraiment, ça touche le monde entier. C'est-à-dire que c'est des médecins du monde entier
qui ont écrit pour la revue du praticien pour donner tous les éléments qu'ils avaient. Et ils demandent cette étude, ces essais cliniques à grande échelle randomisés pour prouver, et c'est juste énorme la liste, en fait, ils doivent être plus de 200 médecins à avoir en fait mis toutes leurs données ensemble à et pourtant, pour le coup, j'en ai vu plein qui, au début de l'épidémie, se sont un peu arrachés les cheveux sur des plateaux télé. Et même eux, ils ont uni leurs forces sur des choses qui peuvent être vraiment bénéfiques pour le corps humain, pour prévenir de ce virus. Et pour le coup, je leur tire mon chapeau pour ça, parce qu'ils ont su mettre un peu leur ego de côté. Pour la survie de l'humanité, c'est quand même pas mal. Moi, j'aurais voulu rebondir un petit peu depuis le début. Voilà, déjà, j'étais interpellée par votre thème, par le thème que vous avez choisi, parce que justement, moi également, depuis le début où on nous a annoncé cette épidémie, donc tout mon groupe le sait, je me suis intéressée d'autant plus aux plantes pour trouver justement des alternatives naturelles. Et notamment, lors de nos sorties, nous avons découvert un ordre particulier du temps des Templiers, du temps du Moyen-Âge, qui a fait face aux épidémies de peste et surtout du mal des ardents. Ce sont les Antonins, l'ordre des Antonins. Donc, à travers cet ordre que j'ai poussé des recherches très importantes pour les découvrir, pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont exploité cette manière de traiter les patients à l'époque où ils étaient débordés par des épidémies bien pires que ce que nous vivons aujourd'hui, parce que malgré qu'on la nomme pandémie, on ne peut pas du tout rivaliser avec les pestes qu'il y a eu et les choses terribles que nos anciens ont vécues. Donc voilà, je me suis intéressée à tout ça. Au travers de ça, j'ai découvert des choses incroyables, extraordinaires. L'histoire de ces moines qui a été exceptionnelle et qui a pris le pouvoir dans toutes les cours d'Europe. Et donc, je me suis intéressée à tout leur traitement à base de plantes. Et puis de là, les Celtes, etc. Et je me suis intéressée, j'ai des cahiers entiers de recettes, de plantes que je me suis appropriées pour comprendre. Je me suis fait moi-même mes boissons. D'ailleurs, mes amis en ont goûté, tels que Pascal, Ouna, Greg, quand il est venu sur Bordeaux, etc. Je leur ai fait déguster mon apéritif, entre guillemets, mais qui était en fait une boisson thérapeutique avec des plantes choisies. J'ai choisi des plantes particulières qui auraient pu répondre à un traitement du Covid, par exemple. Je me suis dit, ben voilà, on a notre anti-Covid au frigo. Et donc, j'ai pris cette recette-là. D'ailleurs, elle est dans notre groupe sur l'hépatipathie, association sur l'hépatipathie. Dans les fichiers, vous avez les recettes de l'hydromel d'or que j'ai mené, que j'ai entièrement inventé moi-même à l'entrée de l'hiver pour booster notre immunité. Et donc, ce sirop de 14 plantes que j'ai entièrement réalisé, moi, avec une bouteille particulière d'alcool, d'apéritif à base de gentiane, puisque comme ça, on bénéficie de la gentiane naturelle en même temps. Et qu'en fait, cet apéritif particulier, l'alcool, si vous voulez, pour les anciens, n'était pas du tout bu comme nous, on le boit aujourd'hui. Il était bu pour conserver et pour permettre de fabriquer ces médications, conservées dans les fioles. Donc, le vin, tout ça, les moines, les bénédictins ont planté les cèpes de vigne, non pas pour faire fureur dans les cours des seigneurs, mais surtout, notamment, pour s'en servir de base pour les médicaments. Chose que j'ai faite. Après, ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool peuvent faire la même chose avec des tisanes. Voilà, après, on se l'approprie comme on le souhaite. Voilà, donc du coup, ça m'a interpellée parce que, bon, justement, j'étais dans cette démarche-là. Bizarrement, la nigelle, effectivement, je travaille dessus actuellement parce que je souhaite me constituer la crème des pharaons qui a été découverte et dont cette plante extraordinaire rentre puisqu'elle était nommée comme l'huile des pharaons, la plante des pharaons. C'est un cumin noir particulier qui pousse justement sur ces terres-là, les terres du Moyen-Orient, etc. Et qui est exceptionnel. Le nigel? La nigelle, voilà, tout à fait. Je l'ai noté un petit peu plus haut, vous aurez ses vertus, etc. Et donc, dans les pharaons, les archéologues ont été interpellés de trouver des petits pots donc cosmétiques. Et quand ils les ont analysés, ils se sont aperçus qu'ils étaient à base de nigelle, à base de propolis.
à base de gelée royale, de miel, puisque les abeilles étaient sacrées là-bas pour tout ce qu'elles apportaient dans l'Antiquité, et puis également dans toutes les civilisations. Les abeilles étaient quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, je voulais expliquer ça. En tout cas, c'est génial parce qu'on peut partager un petit peu tout ça. Il y avait autre chose. Ah oui, j'ai noté aussi que dans toutes nos régions, sachez que partout où on se trouve, on a des trésors à exploiter dans les plantes sauvages médicinales. Chaque région a ses plantes à elle. À nous Tout à fait. de les découvrir. Bon, chez nous, dès que on nous a déclaré qu'on avait ce virus qui apparaissait, qu'on y croit ou non, mais en tout cas, les plantains lancés au lait chez nous ont poussé de manière exceptionnelle, j'en avais jamais vu autant, Ouais. et d'une manière énorme. Ils étaient beaucoup plus volumineux que ce que est d'habitude un petit plantain quand on ne fait pas attention et qu'on marche dessus dans les chemins, alors que c'est une plante exceptionnelle. Le plantain, lancé Ah, au lait ou pas, vous pouvez vous en servir pour de oui, multiples. non, tout à fait. Je disais tout à fait, le plantain pour désencombrer les voies respiratoires, Oui. ça reste un must comme le thym, hein, tout à fait. Tout à fait. C'est aussi pour la toux, c'est aussi pour les rhumatismes, c'est un anti-inflammatoire. Vous avez aussi le chien-dent, on n'y pense pas, mais le chien-dent associé. Enfin voilà, je l'explique aussi si vous voulez aller dans Fichier, vous récupérez, c'est à disposition. Vous aurez également toutes les plantes. J'ai fait un travail où j'ai décortiqué, si vous voulez, toutes les plantes de manière à ce que le miel, la cannelle, tout ce que j'ai mis à l'intérieur, vous avez leurs vertus, tout ce qu'ils apportent de manière à ce qu'après, vous puissiez vous continuer avec vos plantes à vous, rechercher, tiens, laquelle pourrait m'aider, etc. Il faut savoir aussi que les anciens, j'ai découvert tout ça en faisant de grandes recherches, ça va sortir dans un article prochainement, qui va paraître dans le magazine Génération Cité d'Or, où j'explique justement que les anciens élaboraient des traitements à base de plantes, bien sûr, mais aussi à base de minéraux associés. Ils connaissaient absolument les bons dosages parce qu'il faut faire attention, on n'utilise pas les minéraux d'une manière insensée. Il fallait un dosage très précis comme l'or, l'argent, le tout. Hein. Tous les minéraux doivent être respectés selon un certain dosage. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a énormément de choses à comprendre au sein de ces traitements qui sont exceptionnels et qui peuvent nous aider. Et donc, quoi qu'il se passe, on n'est pas tout seul. La Terre est là, la Terre est notre mère, la Terre est notre protectrice, notre nourricière. Et comme disait Omar, elle est vivante. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Un chercheur qui a fait, il y a la théorie Gaïa qui est sortie dans les années 70 qui a été sortie par un chercheur, il a été la risée du monde scientifique. Et pourtant, il a réussi, enfin pas à démontrer, mais il a rédigé une théorie comme quoi la Terre est bien un être vivant. Et tout le monde s'est payé sa poire, il est tombé dans l'oubli. Et ça commence à ressortir sa théorie. Et puis quand on la relit aujourd'hui, ça a un autre sens. On voit les cycles, quand on voit l'évolution de la planète, quand on Oui, voit ses mouvements, les mouvements des océans, etc., forcément qu'elle est vivante. c'est, si ça intéresse quelqu'un, c'est James Lovelock, le chercheur. James Lovelock, qui avait rédigé, ça s'appelle l'hypothèse Gaïa. C'est vrai que quand on retourne un petit peu dans le passé, quand on retourne dans les anciennes civilisations, ils se soignaient bien sûr par les plantes. Et je pense que c'est vrai que notre médecine moderne, il n'y a pas tout à jeter, mais je pense qu'on s'est un petit peu trop égaré, déconnecté en fait des choses naturelles. Et pour revenir à ce que disait Marguerite tout à l'heure, je pense que c'est les peuples en fait qui sont les plus isolés sur Terre si un jour il y a vraiment un problème qui vont s'en sortir. Parce que eux, ils sont encore connectés en fait à la Terre. Et je suis un petit peu d'accord avec Omar parce que je pense effectivement que la Terre elle est vivante. Et enfin, après chacun a ses idées, ses opinions et ses convictions. Mais la Terre est vivante. Il y a des volcans et les mouvements de marée effectivement qui dépendent aussi de la Lune. Enfin, tout est relié puisqu'il y a quand même des marées. On sait très bien que la Lune a une importance certaine sur les humains, sur les plantes. Sur les tomates quand on les fait pousser en pleine lune, même sur la pousse des cheveux. Donc on sait tout ça que la nature nous donne plein de bonnes choses. Après, comme disait le monsieur qui est intervenu, l'ami à José, on enlève le facteur argent, il n'y a plus de problème.